Eh bien, salut tout le monde, c'est Nuit. On se retrouve aujourd'hui avec Alexander Halt, qui travaille aussi dans les psychothérapies assistées par psychédéliques. Du coup, Alexander, je t'invite à te présenter. Ouais, pas de souci. Donc, je m'appelle Alexandre Halt. Je suis médecin, psychiatre, puis actuellement j'habite et je travaille en Suisse, à Genève, et j'ai cette chance assez immense de pouvoir, dans un contexte totalement légal, pratiquer des thérapies augmentées ou assistées par psychédélique. Donc, voilà, moi j'ai fait des études de médecine en France, j'ai fait ma spécialité de psychiatrie à Paris, j'ai travaillé ensuite un peu après en tant que médecin assistant à l'hôpital Sainte-Anne, et puis à un moment, l'envie d'être plus proche des montagnes, qui sont mon autre grande passion, m'a amené à venir travailler à Genève. Et pendant le confinement, j'ai eu le temps de beaucoup lire, beaucoup regarder des conférences, et je me suis rendu compte qu'en fait, en Suisse, il y avait cette possibilité assez unique de pouvoir travailler de manière légale, en tant que médecin, avec des psychédéliques, comme je suis psychiatre, et que les états de conscience ordinaires et non ordinaires m'ont intéressé assez naturellement. Parfait. Du coup, pour ceux qui me connaissent pas, moi, je suis un explorateur des psychédéliques qui a découvert ça il y a 10 ans et qui est parti profondément là-dedans pour ma passion. En plus, tu as parlé que tu étais passionné des montagnes. C'est vrai que sous trip psychédélique, les montagnes, elles ont quand même quelque chose de très imposant, de très très fort. Et voilà. Et du coup, bah, vu que bah, t'es psychothérapeute là-dedans maintenant, je suis curieux que tu nous en parles, que tu nous en parles un peu plus de comment ça se passe concrètement sur le terrain. La psychothérapie assistée par psychédélique spécifiquement, c'est ça? Spécifiquement, oui. Ouais, du coup, en fait, il y a, moi je travaille principalement, enfin, on peut, dans un contexte légal en Suisse, travailler avec 4 substances différentes. Il y a finalement 2 groupes. Il va y en avoir une qui est facile à utiliser, qui est utilisée en anesthésie, qui ne demande pas d'autorisation particulière parce qu'en Suisse, ce n'est pas un stupéfiant classé comme étant interdit, c'est la kétamine. Et ça, c'est assez intéressant parce que c'est des faits qui sont bien spécifiques, qui sont courts, et puis il n'y a surtout pas besoin de faire d'autorisation. Et ensuite, il y a une spécificité unique au monde pour, pour la Suisse qui est que je peux prescrire à certains patients, en fonction de certains critères, des séances avec soit du LSD, soit de la MDMA, ou alors de la psilocybine de synthèse. Ok, et Pouvoir faire du coup, psilocybine de synthèse, juste rapidement, comment on fait la psilocybine de synthèse? Est-ce qu'on l'extrait des champignons ou c'est Non, 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 tout non, un processus? c'est de la synthèse, je pense, c'est par de composés organiques, comme biochimie, et puis travail de chimiste. Moi, j'ai pas les compétences et les connaissances pour connaître toutes les étapes de fabrication, mais ça a aucun rapport avec la psilocybine qu'on peut trouver dans les champignons, autre que finalement c'est la même molécule. C'est juste qu'elle n'est pas extraite d'un champignon. Ok, ok, je vois. Et du coup, avec les 4 substances que tu m'as citées, si tu es d'accord avec moi, on peut dire que Ouais, LSD, champignons, c'est des psychédéliques classiques, MDMA, c'est pathogène, entactogène, et kétamine, ouais, c'est dissociatif. ouais. Et je voulais savoir, par exemple, comment se fait le choix de la substance. Ça veut dire, quand une personne arrive, est-ce qu'on se dit, par exemple, la personne a beaucoup de trauma, peut-être faudrait commencer par la MDMA, ou la personne a une dépression ou quelque chose, faudrait faire la kétamine. Comment ça se fait le choix de la substance? Alors, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de consensus établi. Il y a un peu des usages, des coutumes. Effectivement, tu as parlé de la MDMA pour le trauma. C'est un peu tout le travail qui est aussi fait en ce moment aux États-Unis et aussi aux Pays-Bas, finalement, depuis la semaine dernière, de pouvoir faire valider l'utilisation de la MDMA pour le trauma. On sait par contre que dans les usages un peu, dans l'expérience de terrain, c'est assez efficace. Ça peut être intéressant pour les personnes qui ont des traumas. Ça peut aussi être intéressant pour des personnes qui ont des troubles du spectre autistique. Hein. Il y a des, des réflexions sur le sujet qui sont assez, assez intéressantes en fait.
Ensuite, pour tout ce qui est, disons, les psychédéliques classiques, LSD, psilocybine, ce qui peut être intéressant, c'est justement l'assouplissement des schémas cognitifs un peu rigides, des représentations parfois un peu trop massivement ancrées qui font que la personne donc, pour assouplir un peu ces représentations, ça peut être intéressant, même s'il faut faire attention au niveau éthique de pas suggérer trop, parce que ça met les patients dans des états de suggestibilité qui sont quand même très importants. Donc ça, il faut vraiment que ce soit pensé en amont, on donne à lire, même dans le consentement, on réfléchit à ce qu'on mettait dans le consentement, parce que ça peut déjà commencer à être une suggestion pour le patient de ce qui serait bien ou pas bien pendant l'expérience. Donc voilà, et puis la kétamine, c'est un dissociatif, mais qui est aussi assez intéressant finalement pour l'accès aux émotions, puisqu'en fait les émotions elles sont beaucoup vécues dans le corps, elles sont pas vécues dans la tête, et que du coup de changer ce rapport-là aux émotions, ça va pouvoir permettre un travail assez intéressant sur le trauma aussi. Donc voilà, c'est un peu... Et puis on avise en fonction un peu de chaque patient. Il y a des patients qui ont d'abord besoin déjà aussi de faire des expériences de thérapie psychédélique, parce que la moyenne d'âge que j'ai de patients traités par thérapie, c'est à peu près 45-50 ans. Il y a beaucoup de gens qui n'ont aucune expérience de psychédélique, voire même juste d'intoxication avec une substance. J'ai des patients qui n'ont jamais pris plus de quelques verres d'alcool, qui n'ont jamais fait de cannabis. Et dans ce contexte-là, partir sur 10 heures de LSD, c'est... compliqué. Je dirais pas grand-chose, je dirais plutôt même inconscient. Donc voilà, c'est aussi comment est-ce qu'on prépare un peu le terrain, on prépare quelque chose qui va être une expérience très forte. Hein. Les études montrent que c'est quand même souvent parmi les 5 expériences les plus marquantes de la vie de quelqu'un quand il y a une clinique. Donc il faut aussi pouvoir préparer le terrain. Voilà, le choix des substances, ça va souvent être ça. Ça va aussi être, comme j'avais mentionné, ces critères spécifiques. En Suisse, l'utilisation de psychédéliques, donc MDMA, LSD, psilocybine, va être autorisée uniquement pour des patients qui sont en situation de très grand handicap psychique et d'incurabilité. Pour pouvoir faire ça, moi, il faut que j'écrive à l'équivalent du ministère de la Santé, à l'OFSP, l'Office fédéral pour la santé publique, et que je leur explique en quoi est-ce que le patient a déjà essayé plusieurs lignes de traitement antidépresseurs ou d'autres traitements psychotropes qui n'ont pas marché, plusieurs psychothérapies, et que là, dans l'état actuel, il y a un impact majeur pour ça. Et pour sa santé, en fait. Donc, parfois, il y a des refus. C'est toujours un peu compliqué. Voilà, donc c'est une position assez particulière, puisque c'est des patients qui ont quand même souvent une grande histoire de traitement psychiatrique, pas mal d'échecs, beaucoup d'attentes aussi. Une grande partie du travail de préparation, c'est d'essayer de comprendre un peu qu'est-ce que la personne entend quand elle nous parle du changement qu'elle espère voir dans sa vie, et puis pourquoi c'est aussi un travail de mettre certaines attentes, de les travailler ensemble. Ok. C'est très intéressant. Il y a pas mal d'informations que tu as dit j'étais pas au courant de ça. Je savais pas que c'était difficile d'accès comme ça, qu'il fallait faire une demande, etc. Et je pense qu'aussi c'est des choses qui vont évoluer, j'imagine avec le temps, qui vont peut-être se faciliter, se fluidifier. Parce que je trouve ça quand même dommage que ce soit un petit peu le traitement de la dernière mesure, alors que je pense que ça pourrait être quelque chose qui pourrait être utilisé limite comme prévention ou assez rapidement. Je pense que tu vois peut-être les choses un peu comme moi, vu que tu étais dans le domaine et tu crois aux capacités des psychédéliques de guérison. Et pour revenir aux substances que tu as citées, je serais curieux de savoir quels sont les dosages approximatifs, en tout cas si vous avez peut-être une marge obligatoire, vous devez rester dedans, et aussi la fréquence. Voilà, c'est les questions que je me posais. Ok. Par rapport à ça, finalement, la Suisse, c'est un pays relativement libéral, donc on est relativement libre de faire à peu près ce qu'on veut. Il faut savoir que tous ces traitements, ils se font en dehors des recommandations de la société médicale. Qui veut dire que, 1, le traitement est entièrement à la charge du patient, et 2,
la responsabilité est entièrement à la charge du médecin. Contrairement à un antidépresseur que je pourrais prescrire à quelqu'un qui est déprimé, finalement, si jamais il y a un effet secondaire avec l'antidépresseur, voilà, c'est entre le patient et le laboratoire pharmaceutique que ça se passe, comme ça s'est passé dans les scandales sanitaires qu'il y a eu ou autre. Là, si jamais il y a un quelconque problème, en fait, c'est ma responsabilité personnelle en tant que prescripteur qui est engagé. Donc, ça limite quand même un peu les posologies. Je vais pas donner 800 microgrammes de LSD à quelqu'un qui n'a jamais pris de psychédélique parce que ça va très certainement mal se passer et ce sera très certainement vers moi qu'on va se retourner pour avoir des explications. Il y a, en fait, il n'y a pas vraiment de règles. On avise beaucoup en fonction déjà aussi du cadre psycholytique versus psychédélique. Parfois, donner des doses relativement faibles, c'est plus intéressant que de donner des doses trop fortes. C'est-à-dire avec des doses relativement faibles, on va être dans ce qu'on appelle le modèle psycholytique, où il va y avoir beaucoup plus de dialogue et ça va être finalement une séance de psychothérapie normale, mais boostée par les psychédéliques. Pour donner un exemple, c'est par exemple entre 25 et 75 microgrammes de LSD. On peut donner des doses plus fortes aussi. Moi, le plus haut que je suis remonté dans mon pratique privée, finalement, c'est de l'ordre de 200 microgrammes. Mais voilà, il faut savoir que c'était un patient qui avait déjà un traitement antidépresseur, donc ça baisse l'effet surjectif. Et puis pour l'instant, il n'y a pas vraiment de règles. Dans la demande à l'OFSP, on doit annoncer ce qu'on pense faire. On s'adapte toujours aussi aux patients, d'une séance à l'autre. Et on avise en fonction. Il y a des choses assez intéressantes qui se dégagent, notamment par exemple le fait que, paradoxalement, donner plus de psychédéliques, c'est pas forcément plus intéressant. Parfois, ça peut au contraire, justement, amener les patients à avoir des effets trop intenses et du coup, l'expérience se verrouille. Pas grand-chose. Et ils ont du mal à extérioriser et aussi à intégrer l'expérience. C'est plus un choc que vraiment quelque chose comme ça. Même sans forcément un choc, j'ai des patients qui se sont endormis pendant une séance de LSD, par exemple. Ok. Bon. S'endormir sur LSD, c'est quand même assez surprenant, un concept assez surprenant. Donc voilà, donc, et la fois suivante, quand j'ai diminué, ils ne se sont pas endormis, ils ont pu vivre l'expérience pleinement. Et voilà, quand je dis ça, endormis, ils étaient ronflement psychédélique, oui, j'ai c'est ça. Donc voilà, pour les doses, après ça dépend des substances. La kétamine, il y a quand même beaucoup de relations entre le poids du corps, l'effet. Donc ça, moi je me tape sur les tableaux qui ont été faits par... C'est quoi à peu près 2 mg par kilogramme? Non, beaucoup moins. Ok. 0,5 et 1 mg par kilo, un équivalent IV. Donc ça, ok. C'est des doses relativement faibles. Pour la MDMA, il y a eu un consensus assez clair qui a été dégagé grâce aux travaux des équipes de Bâle que 100 mg pour une personne de faible poids inférieur à 60 kg et 125 au-dessus de 60 kg. Une redose de peut-être 25 mg, c'est ça? Pardon? Et une redose... pas de redose. Non, alors ce qui ressort, c'est que finalement la redose, c'est surtout une pratique très présente dans le milieu festif, mais qui au niveau de l'utilisation thérapeutique est pas forcément si intéressante que ça, puisqu'en fait, passer la première prise, en fait, il y aura si on est dans le modèle de la neurobiologie de la sérotonine, il y aura toute la sérotonine qui aura été relarguée, puis en remettant de la MDMA dans le système, on va juste favoriser une excitation dopaminergique, et puis c'est pas ce qu'on cherche en fait en thérapie, on cherche vraiment l'effet empathogène. 100 mg ou 125 mg, sans booster, et ça fait une expérience qui fait entre 4 et 6 heures. Et du coup, par rapport à ça, parce qu'il y a d'autres empathogènes qui ont été développés, par exemple le 5-APB, 5-MAPB, 6-APB, qui ont une durée plus longue, et moi, pour les avoir recherchés personnellement et avoir beaucoup lu dessus, je pense qu'ils peuvent avoir quand même un potentiel thérapeutique aussi intéressant que la MDMA, voire plus en fonction des contextes, vu qu'ils ont une durée plus longue et qu'ils sont moins dans l'excitation. Et du coup, je voulais savoir ce que tu en penses sur ces molécules. Je les connais pas du tout. Ok. Tous les
simplement appelé les research chemicals. J'en connais certains, je les connais pas tous. Là, c'est vrai que en Suisse, on a déjà la chance de pouvoir travailler avec 3 psychédéliques, c'est chouette. Il y a des questions sur les autres molécules, parce que ceux que tu as cités, finalement, il y en a d'autres qui ont des profils aussi intéressants, la DMT, la mescaline, des choses qui sont où il y a plus de littérature sur la question. Ce serait chouette qu'un jour on puisse avoir plus de marge de manœuvre. Après, c'est des questions et de santé publique, et de recherche, et de politique aussi. C'est ça, c'est vrai, parce qu'il y a tellement de substances qui peuvent avoir un intérêt, sans même parler des RC qui sont en général relativement récents. Il y a un grand panel de molécules. Par exemple, la mescaline. Moi, pour avoir par exemple fait des cérémonies au San Pedro, au Washuma, voilà. J'ai trouvé que ça avait vraiment quelque chose qui, par exemple, moi, avec les champignons, je sais pas pourquoi, mais le mindset des champignons fait que j'ai un peu du mal avec l'expérience. Et alors que pour moi, la mescaline va être encore plus facile à gérer, à intégrer que le LSD. Et du coup, je me demande juste, par exemple, pourquoi la mescaline qui existe depuis la nuit des temps à l'état naturel, par exemple, n'est pas autorisée? Alors que les champignons, oui, Des questions, c'est vraiment des questions après historiques, sur comment s'est construit cette spécificité suisse. La mescaline, ils ont essayé de voir si ça pouvait avoir un intérêt avec du coup de la mescaline de synthèse, pouvoir doser. L'idée, c'est pareil pour la psilocybine de synthèse, c'est pas pour promouvoir un labo ou autre, mais c'est pour avoir finalement une dose exacte, parfaitement stable, une dose qui soit parfaitement dosée. Et ils ont essayé la mescaline, et en fait, ils avaient beaucoup de soucis vis-à-vis des nausées, en fait. Okay. Qui, dans un contexte, on va dire, culturel d'une cérémonie plus traditionnelle, sera intégrée comme faisant partie de l'expérience, la purge, ouais, la purge, ouais. Alors que dans un contexte plutôt biomédical hospitalier, on va appeler ça un effet indésirable, et qu'il sera trop présent et pas gérable. Donc pour l'instant, je crois qu'ils sont en train de laisser ça de côté. Ok, juste une petite question. Une petite question, juste le fait qu'on prenne de la psilocybine synthétique, qui au final est pareil que la psilocybine, est-ce qu'on perd pas est-ce qu'il y a une différence d'effet avec les champignons dans lesquels il y aura aussi d'autres alcaloïdes? Ouais, ça c'est ce qu'on appelle l'effet de halo en français, et en anglais c'est le witch's brew, c'est-à-dire que au-delà de la psilocybine dans les champignons, il y a énormément d'autres alcaloïdes, et puis il y a des débats en fait, sur est-ce que ça change fondamentalement l'expérience. C'est aussi derrière ça la question, est-ce qu'entre les différentes variétés de champignons hallucinogènes, est-ce qu'il y a un effet qui est autre qu'un simple effet finalement de suggestibilité, un simple effet placebo? Il y a des personnes qui prétendent pouvoir justement différencier différentes variétés de champignons, il y en a d'autres qui disent la même chose. Le débat est ouvert. J'ai vu passer un article, un fil sur Twitter par Andrew Gallimore, qui est un écologiste assez calé sur la question, puis qui montrait qu'il y avait quand même de bonnes questions à se poser là-dessus. Donc voilà, la psilocybine de synthèse, c'est que de la psilocybine, il n'y aura rien d'autre. Et c'est tellement subjectif de toute façon, la psychédélique. Quand Albert Hoffman a synthétisé pour la première fois de la psilocybine de synthèse dans son labo, il a envoyé ça via Wasson à Maria Sabina. Maria Sabina en a pris et a dit que c'était exactement la même chose que les champignons qu'elle utilisait dans ses cérémonies. Donc, oui, j'imagine que la différence, elle doit être soit nulle, soit très très faible, à mon avis. C'est ça. Et maintenant, vu qu'on a parlé un petit peu de ces substances, et tu m'as dit les 4 substances qui étaient utilisées, est-ce que toi, par exemple, ou d'autres de tes confrères, est-ce que vous avez déjà utilisé, par exemple, des combinaisons? C'est-à-dire, durant la même session psychédélique, faire un mélange de 2 substances différentes, et par exemple, le LSD MDMA s'appelait Candy Flip, Champi MDMA s'appelait Ruby Flip, mais au-delà des noms, est-ce que c'est utiliser les combinaisons de substances? Ok. Alors, déjà, c'est peut-être important de rappeler un point. C'est que moi, je travaille dans un cabinet privé. L'utilisation de psychédéliques, c'est dans un cadre
thérapeutique, c'est pas dans un cadre de recherche clinique. Dans un cadre de recherche clinique, les choses sont différentes. D'ailleurs, c'est d'autres autorisations qui doivent être demandées au même ministère. Et c'est important parce que pour la question que tu as posée, ça pose un fait simple, c'est que le ministère ne me donne droit pour le même patient qu'à une seule autorisation en même temps. Je ne peux pas faire, par exemple, ce qu'on appelle le Candiflip, MDMA et LSD, puisque je peux soit demander une autorisation, soit la MDMA. Je ne peux pas avoir les deux en même temps. Pour la recherche, c'est différent, et justement, il y a eu des études de l'équipe de Bâle qui montraient que MDMA et LSD, ça avait des effets intéressants, c'est des expériences beaucoup moins anxiogènes, beaucoup mieux supportées. C'était une piste intéressante. Pour l'instant, moi, je peux pas. Éventuellement, ce qui pourrait être fait, s'il fallait absolument combiner des substances, ce serait kétamine plus autre chose, mais ça n'a pas forcément d'intérêt, puisque un dissociatif que des ressentis, donc voilà. Ensuite, moi, les patients que je vois, ils ont souvent un traitement psychotrope classique, ou autre, qui se combine de facto avec des psychédéliques. Donc il y a cette combinaison-là, et puis c'est là où en tant que psychiatre en Suisse, on a cette expérience. On a une expérience de terrain sur comment se combinent les traitements, on va dire, classiques prescrits en psychiatrie et les psychédéliques à l'utilisation thérapeutique. Et il n'y a pas de danger? Parce que moi, je pensais personnellement que le consensus général, c'était pour prendre des psychédéliques ou quoi, fallait pas être sous traitement antipsychotique ou antidépresseur ou quoi que ce soit. Du coup, je suis curieux de savoir comment ça marche. Non, alors c'est tout un art de la prescription, c'est qu'en fait, ça va entraîner des interactions. Donc, il y a deux possibilités, c'est que soit ça va diminuer les effets, potentialiser ou soit réduire. ça va potentialiser les effets. Si ça diminue les effets, le risque, par exemple, avec la MDMA, ceux qui prennent la MDMA avec des antidépresseurs, c'est que pour avoir le même effet subjectif, ils vont augmenter la dose, mais du coup, ils vont se retrouver à se rapprocher de la dose où la toxicité commence à apparaître. Ouais. Les mâchoires qui serrent, les yeux qui se révulsent, l'hyperthermie, etc. Donc c'est là où il faut vraiment faire gaffe, ça peut être dangereux. Pour ce qui est des psychédéliques classiques, sérotoninergiques, les antidépresseurs, on peut diminuer l'effet subjectif. Comme la dose toxique elle est extrêmement élevée, finalement on peut augmenter la dose, mais voilà, ça rend encore plus aléatoire une expérience qui déjà en elle-même a une part d'aléatoire. Okay. C'est ça que c'est pas mal de faire ça quand dans le cadre médical en fait. Et toi, en tant que psychiatre, est-ce que tu as le droit, par exemple, un patient qui va venir te voir plusieurs fois pour des thérapies psychédéliques, est-ce que tu as le droit de lui dire peut-être le traitement antidépresseur devrait être enlevé ou pas, ou tu n'as pas ça? C'est l'objectif finalement. L'idée, c'est de leur permettre un traitement qui puisse non pas tout résoudre, mais permettre une amélioration suffisante pour qu'on puisse envisager de diminuer un traitement qui, par exemple, a des effets indésirables trop graves en plus. Ouais, je suis d'accord avec toi, les antidépresseurs, antipsychotiques, etc. Un des objectifs, après, ça implique que le traitement antidépresseur, il a aussi une fonction intéressante qui finalement diminue l'intensité des ressentis, positifs comme négatifs, et puis d'un seul coup, de se retrouver avec des ressentis pleins, positifs comme négatifs, ça peut parfois être un peu plus compliqué à réapprendre. Donc il y a aussi tout ce travail de réaccompagnement par la suite. Oui, l'objectif, c'est justement de pouvoir permettre à des gens d'arrêter leur traitement sans prendre de risques, sans s'exposer, sans générer plus de souffrance. Ok. Donc, voilà. Au niveau des dosages, parce que si on remonte, c'est la question, pour psilocybine et LSD, on va dire 75 et donc 200 microgrammes pour le LSD, et puis la psilocybine de synthèse, j'ai fait entre 15 mg et 40 mg en équivalent de poids de champignons secs, ça fait à peu près entre 3 grammes secs et 9 grammes, 8 grammes secs. Ok. Je pensais que c'était... moi, juste, j'enlevais, par exemple, 15 mg, j'enlevais la virgule, pour moi, c'était 1,5 g. Je pensais qu'il y avait 10 mg de psilocybine par gramme de champi. Mais je pense que ça varie aussi d'une variété à l'autre et de plein de choses. Ouais, okay. Donc voilà, en Suisse, il y a aussi la possibilité de faire du microdosing, théoriquement. Encore qu'il faudrait expliquer que l'indication de microdosing, ce serait un problème suffisamment grave pour le justifier, mais il y a cette possibilité-là. Puis
problème du microdosing, c'est que finalement, les protocoles de microdosing, c'est par exemple une microdose tous les 3 ou 4 jours. Ouais. Sauf que le patient serait obligé de passer au cabinet tous les 3 ou 4 jours pour la microdose, surveillance médicale, quoi. Ok, ouais, c'est pas Pratique, forcément pratique. enfin, moi je le fais pas, je connais pas de collègues qui le font en Suisse romande, en Suisse. Bah après, quand on se dit que la dose psycholytique, elle commence à 25-30 microgrammes, autant faire, par exemple, des doses psycholytiques assez légères, assez fréquemment, plutôt que du microdosing, vu que de toutes les façons, on est dans le contexte thérapeutique avec avec vous, le psychiatre, le thérapeute, et puis la fréquence. La fréquence, moi j'essaye de proposer ouais, 3 mois entre les séances. 3 mois? Pour que les choses ouais. Ok. Pour que les choses aient le temps d'être intégrées, pour que justement les gens, parce que ce qui est important finalement, c'est pas la séance en c'est l'intégration. C'est l'intégration et surtout qu'est-ce que ça amène comme changement concret dans la vie des gens. On va avoir l'expérience la plus phénoménale possible. S'il y a aucun changement après dans la vie au quotidien, mais en fait, c'est pas juste une belle expérience, quoi. Donc il faut vraiment prendre le temps que les choses se posent, prendre le temps aussi de préparer s'il y a besoin d'une autre séance. Qu'est-ce qu'on peut travailler, qu'est-ce qui a bougé, etc. Donc voilà. Pour la kétamine, je sais que par exemple aux États-Unis, les cliniques de kétamine proposent des trucs ultra rapprochés où c'est une infusion par semaine, voire plusieurs infusions par semaine. C'est pas ma manière de travailler parce que c'est surtout aussi, enfin voilà, c'est de la psychothérapie assistée ou augmentée par psychédélique. Et du coup, 3 mois, c'est à peu près toujours ça? Ou par exemple, quelqu'un qui fera juste un trip au LSD à 40 microgrammes, il pourrait revenir 3 semaines après, et quelqu'un qui ferait un trip à 200 microgrammes, tu vas peut-être pas le voir pendant 6 mois ou quoi? Est-ce que ça dépend de la dose ou pas forcément? C'est un usage, on va dire. Puis après, moi, je suis aussi limité, c'est que je peux pas faire ça toute ma semaine. J'ai un jour, le mercredi, qui est dédié à ça. C'est quelque chose, c'est lourd aussi administrativement à mettre en place, en termes d'organisation. Enfin, il y a plein de choses un peu anticipées. Donc, et puis il y a d'autres patients en fait. Moi, sur ma file active au total, j'ai à peu près 150 patients. J'en ai une trentaine à peu près de psychédéliques. Je peux pas leur consacrer tout mon temps parce que sinon, on va laisser les autres qui sont en charge. Voilà. Ok, je vois. Et t'as l'impression, par exemple, que l'État, le gouvernement, il va plus vous aider à faire avancer à faciliter les trucs administratifs et tout, ou plus on vous met des bâtons dans les roues? Non, il y a de l'administratif, mais voilà, après, c'est aussi, j'ai lisé un bouquin sur l'histoire, justement, du labo de Franz Wallenweider, qui est à Zurich, fin des années 90, début des années 2000, là, quoi, pour travailler avec la psilocybine. Et puis, c'est aussi, voilà, la volonté de pouvoir cultiver des connaissances particulières biomédicales sur le sujet. Donc, pour l'instant, c'est un statu quo, et voilà, j'ai pas l'impression que ce soit outrageusement compliqué. C'est compliqué à mettre en place parce qu'il faut penser à plein de choses. Je parlais des consentements, par exemple, avant. Le consentement, ça nous a pris un bon paquet d'heures pour qu'il soit vraiment ciselé, qu'il y ait la bonne dose d'informations sans être dans la suggestibilité d'effets positifs ou d'effets négatifs, en permettant aux personnes d'essayer de comprendre ce à quoi qu'ils vont expérimenter, tout en ayant conscience que c'est impossible à décrire, parce que c'est incomparable à ce qu'ils ont vécu s'ils n'ont jamais connu ça. Je comprends. Et une question que je voulais te poser, on va dire techniquement sur le terrain, quel est le set and setting? C'est-à-dire quel est un patient qui va triper? C'est quoi sa journée? C'est quoi son cadre? C'est quoi son interaction en général? Je suis curieux de savoir comment ça se passe. Ouais, pas de souci. Là, moi, je suis dans mon bureau. En fait, mon bureau s'adapte aux thérapies psychédéliques. J'ai un canapé lit. Voilà, quand le patient arrive, il y a un drap, j'ai une couverture lestée, un oreiller. J'ai fermé les volets, j'ai préparé quelques bougies pour qu'on se voit quand même, parce qu'il y a un moment au début où on peut discuter, reprendre l'intention, etc. Et puis pendant l'expérience, il y aura des moments où on peut dialoguer. Puis voilà, j'ai quelques petits trucs. La musique, par exemple? Alors la musique, j'ai une enceinte
et puis j'ai un système informatique où je fais une playlist au fur et à mesure en fonction de ce que moi je sens, de ce que le patient demande, de ce dont on a discuté, de plein de choses, et puis de l'émotion qu'il est aussi en train de traverser. Donc, comment est-ce qu'on l'accompagne? Moi, je joue pas de musique. J'ai un collègue qui est musicien et qui a la chance d'avoir à côté de son bureau son studio de musique, et lui il joue de la musique live. Il chante parfois aussi pendant les séances, donc ça c'est très chouette. Il y a une vraie liberté de pratique en fait. Là, d'ici quelques temps, je pense d'ici 6 mois, il y aura probablement un article qui va sortir sur un peu un état des lieux des pratiques des différents médecins en Suisse. Mais en vrai, nous, ce qui nous est demandé, c'est juste qu'est-ce que vous faites s'il y a une urgence, comment vous réagissez. Et le reste, on est relativement libre. Donc, chacun, il va un peu de sa personnalité. Si tu veux, je te montre, hein, en fait. Je veux bien voir. Je veux bien voir si ça te dérange pas. En plus, tu sais, quand t'as dit le truc du canapé lit, je sais pas pourquoi, mais je me l'imaginais juste avant. Tu vois, comme dans les dessins animés, quand ils tirent le lit comme ça, et d'un seul coup, ça change. J'ai l'avantage d'avoir un super arbre, quelques tableaux. Ouais, il faut un grand angle, c'est dommage. Je pense qu'on a très bien vu. On a très bien vu. Ok. Un petit cadre très tranquille, reposant, calme. Ok. Et puis voilà, donc le set and setting, c'est ça. La journée du patient ressemble à quoi? Généralement, le patient, moi, je demande à ce qu'il puisse être à jeun avant de venir, et il arrive sur les coups de 9h. Moi, ça fait à peu près une demi-heure que je suis au cabinet, j'ai préparé les choses, je relis mes notes, bien resituer tous les petits éléments de détail, etc., fignoler les derniers trucs. On discute généralement pendant une demi-heure, où ils se sentent. Généralement, les gens ont pas mal d'appréhension, donc ils n'ont pas forcément super bien dormi la veille. En tout cas, pour les premières fois. Après, s'ils ont un peu plus d'habitude, ça va, même si, vraiment, comme ils viennent, non pas pour une expérience récréative où l'idée serait de kiffer au maximum, mais plutôt de venir travailler des choses compliquées, des traumas, des difficultés dans la vie, etc. Parfois, ça peut être assez ambivalent, la manière dont ils arrivent au cabinet. On fait le point sur l'attention, ils retournent une dernière fois aux toilettes, et voilà, puis du coup, j'ouvre la substance, les petites fioles devant eux, qui sont scellées. Ils la prennent, et puis la journée commence, et puis c'est en fonction des substances et des patients, ça dure soit début d'après-midi, puis parfois avec le lésé, on peut en avoir jusqu'à la toute fin de journée. Ok, je vois. Je les revois le lendemain, 5-6 jours après. Parfois, je sais qu'on peut trouver immédiatement après pour la première séance d'intégration. Dans tous les cas, moi, c'est des patients à qui justement je donne mon numéro privé pour qu'ils puissent me contacter en cas d'urgence, même si c'est la nuit ou autre. Je reste disponible exceptionnellement, et puis c'est quelque chose qui respecte assez bien. Et puis après, comme c'est des patients que je suis en thérapie, en fait, je les revois régulièrement. Et puis du coup, tout ce qui ressort de leurs souvenirs, qui après va être intégré, et moi aussi des notes que je prends pendant la séance, de ce que j'observe, mais aussi de ce dont on discute, on réutilise. Durant les... Ok. C'est ça. Et du coup, vu qu'au final, tu as aussi répondu à la question maintenant du rôle du thérapeute, ouais. Un truc que je serais curieux, vu que tu as dit que par exemple, tu avais ton collègue qui jouait de la musique pendant le trip et tout, ça peut rappeler un petit peu le contexte chamanique, où par exemple, on va jouer de la musique durant une cérémonie d'ayahuasca, de San Pedro ou autre. J'aimerais que tu me dises, pour toi, quels sont on va dire, les parallèles entre l'usage cérémonial chamanique et l'usage thérapeutique? Parce que je pense qu'au final, ces deux-là vont plus se ressembler que l'usage récréatif. Alors c'est sûr, après, il y a une différence majeure qui ressort entre l'usage thérapeutique tel qu'il est pensé en Occident et puis tel qu'il est pensé dans les cultures traditionnelles, c'est qu'en fait, et c'est ce qu'on voit aussi avec la psychothérapie finalement, c'est que l'idée, c'est pas d'imposer, dans le modèle occidental en tout cas, c'est pas d'imposer quelque chose au patient, c'est pas d'être un opérateur, d'être un acteur dans le soin. On laisse les choses se passer, on laisse les choses émerger, on accompagne, mais on n'impose pas, on ne guide pas. Là où dans les cérémonies traditionnelles, mais
je donne mes points, mais il y a un rôle beaucoup plus actif, moins neutre. Sachant que la neutralité, c'est tout de l'esprit, hein, mais il y a cet idéal d'une neutralité dans un modèle occidental, là où c'est même pas du tout une question dans un usage traditionnel. Donc voilà, c'est jamais neutre. Hein, le collègue qui joue de la musique, ou moi, quand je choisis une musique, elle est pas neutre. Même passer du silence, ce serait pas neutre. Donc comment est-ce qu'on gère un peu tout ça, quoi. Ça reste la psychothérapie, ça reste une discipline récente. La psychothérapie assistée par psychédélique, c'est voilà, depuis les années 60, finalement, fin des années 60. Donc, et puis il y a eu une bonne pause où on n'a pas du tout réfléchi à la question. Donc, très peu en tout cas. C'est ça. Bah, ça se faisait un peu de manière underground pendant la période. Je pense comme Frédéric Fischer-Meckel, vu que tu m'as parlé de thérapie psycholytique, elle était pas mal dedans, elle avait travaillé avec Stanislas Grof. Et voilà, je pense qu'au final, vu que c'était un peu underground, le problème c'est que même si ça avançait, ça pouvait pas vraiment être partagé, vu que les gens, bah, ils allaient pas se mettre en avant et dire je fais quelque chose d'illégal. Et du coup, du coup, c'est vrai, comme tu as dit, c'est un truc qui est assez récent. Et je pense que même au jour d'aujourd'hui où ça commence un petit peu à se libérer, je pense que la majorité de la consommation des psychédéliques, même les gens qui essayent d'orienter ça d'une manière, on va dire peut-être thérapeutique ou introspective, elle reste quand même plus dans l'illégal ou derrière le rideau que comme vous, avec quelque chose qui est toléré, qui est accepté légalement. Mais il y a aussi une question par rapport à l'underground qui est importante à poser, se poser, puis la situation qu'on a des thérapeutes, c'est quel savoir est légitime finalement. Le modèle biomédical va dire finalement tout ce qui est produit en dehors du domaine médical est illégitime. Le domaine médical finalement n'a pas de légitimité. Là où je pense qu'au contraire, d'avoir une ouverture et de se dire finalement, même quelqu'un qui a un système de croyance auquel je n'adhère pas, quelqu'un qui a finalement observé 500, 1000 personnes prendre des psychédéliques devant lui, il va quand même avoir quelque chose qui peut être intéressant à en dire. Il va avoir observé des choses, parce qu'il n'y a pas besoin qu'il soit moins intelligent que moi qui suis dans mon modèle biomédical. Et enfin, je dis moi, je suis chercheur biomédical, mais je pense qu'il y a des dialogues, et puis parfois c'est un peu vite balayé en disant, mais finalement, l'underground, c'est du chamanisme, c'est de l'ésotérisme, et puis l'ésotérisme, c'est faux. Bon. C'est un peu dommage parce qu'il y a des expériences quand même pratiques qui sont importantes. Et voilà. Un chaman, un ayahuasquero qui maîtrise parfaitement le déroulement d'une cérémonie, les icaros, à quel moment est-ce qu'il y a des interventions ou autres, n'est pas forcément obligé d'adhérer à sa métaphysique. Je trouvais qu'il y a quand même un savoir-faire dans la manière de contenir un groupe et de gérer une expérience groupale qui doit quand même générer beaucoup d'humilité, quoi. C'est ça, et j'imagine que même eux, peut-être c'est l'inverse, que par exemple dans le milieu chamanique, pour eux c'est le milieu médical qui est illégitime, peut-être c'est ça leur vision. Et je me rappelle, il y a longtemps, j'avais vu un documentaire où ils injectaient de la DMT à des patients, et je me rappelle qu'il y avait quelqu'un, je pense, qui était chaman ou de la communauté des ayahuasqueros, et qui était un petit peu surpris, opposé au fait d'une injection intraveineuse dans une chambre blanche, etc. Et que pour lui, ça n'avait pas de sens. Sans les rites, en fait. L'idée, c'est depuis toujours que l'homme consomme des psychotropes, depuis aussi longtemps qu'il y a une trace de ce qu'il fait. Et c'est toujours encadré par des rites. L'alcool était encadré par des rites, le tabac était encadré par des rites, tout ça. Et puis il y a cette, les sociologues en parlent bien avec moi, mais c'est une croyance que finalement on pourrait s'abstenir des rites, aller à la substance la plus pure, soit par exemple le tabac, même la vapeur de nicotine, c'est une étape de purification et d'élimination de ce qui est parasite, entre guillemets, supplémentaire, mais les différences d'usage entre la coca, la cocaïne, ou tu parlais de la DMT et de l'ayahuasca, c'est impressionnant. Et puis c'est ces situations-là où il y a des abus, où il y a des risques qui sont bien plus élevés. Donc ouais, c'est important de garder en tête
ouais, d'essayer d'observer ce qui se faisait, pourquoi est-ce qu'il y a certaines traditions qui se passent. Quand on voit, par exemple, les interdits alimentaires qu'il y a avant les diètes, avant les cérémonies d'ayahuasca, on se rend compte que finalement, l'interdit du port, de l'alcool ou autre, c'est parce que ça va augmenter le risque de pas bien se sentir à cause des Ah, humeurs c'est ça, parce que de la tyramine. une fois, je me rappelle, j'avais essayé une microdose d'ayahuasca tout seul. Je voulais vraiment découvrir la substance, mais une petite dose. Et j'ai pas respecté la diète. À un moment, j'ai mangé vraiment un tout petit peu de saucisse et j'ai été malade, mais vraiment malade. Genre, je me suis dit, vraiment, j'aurais mangé un plat complet. Je pense que j'aurais peut-être fini à l'hôpital ou je sais pas quoi. Et du coup, je comprends que ce soit autant sérieux la diète, parce que c'est une diète où si elle n'est pas respectée, en tout cas certains points de la diète, on est vraiment dans le danger, on est vraiment dans le danger. Oui. Et puis au-delà de ça, même la diète, elle commence déjà à Mentalement, préparer mentalement. Donc, le on corps. a, parce que la diète, on la fait dans notre vie de tous les jours, et puis d'un seul coup, on se rend compte que on va pas prendre un verre d'alcool, on va plutôt manger végétarien ou autre, ça nous ramène à chaque fois, tiens, pourquoi je fais ça, pourquoi je me l'impose, quel sens ça a, quelle est la finalité de tout ça, et puis c'est aussi déjà une étape intéressante. Moi, je demande aux patients justement d'avoir une espèce de diète dans le sens d'éviter au maximum alcool, tabac, stupéfiants dans les jours qui précèdent, d'avoir un repas plutôt léger le soir, etc., pour justement avoir ce processus où il y a déjà une réflexivité dans l'expérience, c'est-à-dire un retour sur soi. Tiens, donc, pourquoi je fais ça en fait? Ah oui, c'est vrai, c'est ça l'objectif. Ok, bah tu sais quoi, avant de te poser la dernière question sur ton parcours, il y a une question sur laquelle je me pose, parce que moi au final, la communauté qui regarde mes vidéos, en général c'est des gens qui n'ont pas accès à des thérapies psychédéliques, parce que la majorité des gens ils sont en France où c'est pas accessible, mais c'est quand même des gens qui vont être dans l'exploration et qui vont pas être forcément dans le récréatif, parce que moi-même le récréatif, je n'ai rien contre, c'est pas mon focus, c'est pas sur quoi je m'intéresse. Et du coup, par exemple, les gens, sans parler, par exemple, t'as parlé de gens qui ont assisté à des centaines et des centaines de trips psychédéliques. Par exemple, moi, c'est mon cas, j'ai vu énormément de gens triper devant moi. Mais je pense que la majorité des gens, c'est des gens qui ont découvert un petit peu seuls, ou avec leurs amis, ou avec leurs femmes, leurs copines, etc. Et du coup, ces gens-là, qui n'ont pas forcément beaucoup d'expérience et qui n'ont pas non plus accès à un cadre thérapeutique ni un cadre chamanique, qu'est-ce que tu penses que ça serait on va dire des conseils, plus peut-être la réduction de risque d'une personne qui veut aller dans quelque chose de thérapeutique, qui veut aller dans quelque chose d'introspectif et qui au final n'a pour cet setting que sa chambre un peu préparée, un peu décorée, et pour trip-sitter que sa copine ou ses amis qui ont peut-être quelques expériences. Alors déjà, c'est rejoignez des assos. Il y a des assos, il y a notamment la Société psychédélique française, ça permet de rencontrer des gens qui ont d'autres expériences, qui ont de l'expérience, avec qui pouvoir discuter de ça c'est super important. C'est une asso qui a aussi édité un manuel gratuit de réduction des risques, donc je vous invite à le télécharger directement sur le site. Je le mettrai dans la description. Oui, c'est important. Réduction des risques, c'est vraiment super important. Effectivement, on ne peut pas conseiller de thérapeute parce que c'est une pratique qui est légale en France. Mais ce que je leur invite à faire, en tout cas, c'est éventuellement de discuter avec leur thérapeute. Si les thérapeutes sont curieux, en tout cas ouverts, ils ne sont pas forcément fermés, même si ça peut arriver. En tout cas, ça vous donne une idée de plus sur le thérapeute, si d'un seul coup, il se ferme comme une porte de prison à l'idée d'évoquer ça. Et puis ce sera, pourquoi pas, justement l'occasion de discuter de ce que vous intégrez pendant les séances de psychothérapie classique. Ça, c'est vraiment important. Et ensuite, rejoignez des assos. Vraiment, on commence seul, mais on n'est pas obligé de faire ça tout le temps seul. C'est important de pouvoir discuter. Il y a des communautés même en ligne. Il y a des cercles d'intégration en ligne qui se font. Enfin, c'est vraiment important parce que ça peut être très fort, ça peut être très déstabilisant. Et dans ces moments-là, c'est important de ne pas être seul. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai que même si c'est une expérience l'expérience en elle-même, c'est possible de la vivre tout seul. Parfois, c'est plus intéressant, parfois, c'est moins intéressant. C'est vrai qu'au final, un partage, ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup. Et comme tu as dit, ce partage, ça peut se faire au final avec des gens qu'on va rencontrer dans la vraie vie ou sur Internet, etc. Et ça aide
toujours des fois, c'est même une libération c'est une catharsis un petit peu de parler de ces choses-là qui sont ressorties. Et puis ça permet de mettre du sens sur quelque chose qui sinon peut très bien ne pas en avoir, en tout cas avoir un sens qui est trop difficile à appréhender, quoi. C'est aussi, alors après c'est un parti pris, hein, c'est que moi je suis vraiment, je prône le fait que ce soit intégré à des psychothérapies. Il y a tout un courant qui estime qu'au contraire finalement juste la prise simple d'un psychédélique serait suffisante sans aucune intervention autre qu'un tripsiteur. C'est un vrai gros débat. Je pense qu'au final, c'est jamais ni tout blanc, ni tout noir. Moi, j'avais fait une vidéo sur ça où je disais la renaissance psychédélique, est-ce qu'elle sera uniquement thérapeutique? Et je pense que c'est sûr que la thérapie va clairement aider à partager la chose, à donner accès à beaucoup de gens. Mais je me dis peut-être que dans les années qui vont suivre un petit peu la renaissance psychédélique, où ça va être beaucoup plus disponible, que les gens ils vont peut-être explorer ça dans différents cadres, parce que par exemple il y a un livre qui s'appelle MDMA Solo de la Castalia Foundation. Après, il est quand même assez controversé, qui disait que, par exemple, pour la MDMA, c'est plus intéressant de le faire tout seul parce que la molécule en elle-même, on va dire, elle contient le psychothérapeute, etc. Et en tout cas, moi, personnellement, juste pour donner mon avis, sans me positionner quoi que ce soit, c'est que les fois où j'ai pris des empathogènes en solo avec des pratiques par exemple comme la respiration holotropique ou la méditation ou vraiment dans des conditions où des fois le silence avec des bougies dans le noir, etc. Avec les empathogènes, ça a été plus intéressant. Les fois, au final, j'ai pas pratiqué, tu vois, de psychothérapie. Du coup, je peux pas juger, tu vois. Mais plus intéressant que les fois où il y avait, par exemple, un trip-sitter ou une interaction, quoi. Alors que, par exemple, avec les psychédéliques, je pense qu'être tout seul, c'est pas forcément l'idéal tout le temps. Ça peut être adapté à certaines situations. Et c'est la question derrière le set and setting aussi. Qu'est-ce que je mets? Est-ce que je mets de la musique ou du silence? Et en fait, la réponse, c'est ça dépend. Dans un moment de silence sans personne, je vais être face à moi-même, uniquement face à moi-même. Et parfois, c'est ce qu'il faut. Parfois, c'est tellement intense. C'est trop flippant. Parfois, c'est trop flippant. Je vais avoir besoin qu'il y ait quelqu'un qui me tienne la main. Je vais avoir besoin qu'il y ait une odeur. Je vais avoir besoin qu'il y ait une musique à quoi me raccrocher parce que sinon, ça va être trop intense et ça va surtout être traumatisant. Donc, c'est là aussi où il y a... C'est de l'artisanat, quoi. C'est de la très fine horlogerie, finalement. C'est ça. Mais voilà. Et puis après, la question, est-ce qu'il faut faire ça dans un cadre thérapeutique ou pas? C'est comme pour la psychothérapie. Il y a beaucoup de gens qui traversent des difficultés dans leur vie, qui passent jamais par le bureau d'un psy, parce qu'en fait, ok, ils ont d'autres moyens de résilience, ils ont un cadre familial, ils ont des capacités internes, une sécurité interne ou autre. Et moi, dans mon cabinet, je vois les gens en psychothérapie, psychédélique ou non, des gens qui ont beaucoup plus de difficultés, qui n'ont pas eu ces outils, et pour eux, finalement, c'est nécessaire. C'est prendre un risque. Ok. Oui. Je suis tout à fait d'accord avec toi qu'il y a un risque. Être tout seul dans l'obscurité, prendre une grosse dose de psychédélique, ou comme il disait Terence McKenna, 5 grammes in silent darkness. Je pense que c'est clairement quelque chose qui n'est pas adapté à tout le monde et qui peut être même particulièrement dangereux pour certaines personnes. Et comme tu as dit, au final, c'est de l'horlogerie très fine. Je pense que ce soit la dose, le choix de la substance, le choix du set and setting, le choix du moment, la diète qui va avec, les combinaisons de substances. Moi, tu sais, je suis vraiment beaucoup dans les combinaisons de substances. Je vois un petit peu ça comme de la cuisine. Au final, j'aimerais pas manger du riz tout seul ou des petits pois tout seul et j'aimerais bien les voir ensemble. Et je me rends compte qu'il y a tellement de facteurs sur lesquels on peut jouer. Il y a tellement de facteurs sur lesquels on peut jouer qu'au final, c'est un art qu'on vient à peine de découvrir, et qui, je pense, dans les années qui viennent, peut-être les décennies qui viennent, on partira dans des choses incroyablement précises et poussées. Ouais, on découvre. C'est ça. Et du coup, dernière question, je voulais savoir, ça a été quoi ton parcours? Tu l'as dit un petit peu, mais par exemple, je sais pas, imaginons un jeune qui maintenant vient de passer son bac, qui est tout frais pour le monde de l'avenir. Il veut devenir psychothérapeute, psychiatre dans les thérapies assistées par psychédéliques.
C'est quoi le parcours? Ça a été quoi le tien? Qu'est-ce que tu peux en dire? Alors, bah, moi, les psychédéliques, c'est ce qui m'a amené à la psychiatrie et à me diriger vers des études de médecine. Donc, ça fait longtemps que c'est présent dans ma vie. Et c'est vrai qu'à titre professionnel, j'utilise depuis finalement fin 2021. Ouais. C'était pas la raison pour laquelle je suis venu en Suisse. Je l'ai découvert, c'était un peu la cerise sur le gâteau. L'idée, je pense, le meilleur conseil, c'est d'abord soyez des bons psychothérapeutes, soyez des bons psys avant de vous jeter sur les psychédéliques, si vous pouvez déjà, parce que en fait, il va se passer plein de choses pendant les séances. Il vaut mieux être ultra bien outillé, comprendre ce qui se passe. Les psychédéliques, c'est des outils forts. Ça va peut-être parfois gommer aussi certaines carences ou certains manques. Soyez des bons psychothérapeutes. Les psychédéliques, ils seront là, ils vous attendent. Commencez d'abord par vraiment bien maîtriser le gros du travail qui est la psychothérapie et la psychiatrie, parce que finalement, le psychédélique, c'est la prescription d'une molécule. Comprenez bien comment ça fonctionne, maîtrisez votre outil. La pharmacodynamie, la pharmacocinétique, les interactions, l'histoire de récepteurs. C'est barbant parfois, mais en fait, si c'est votre outil de travail, il faut le maîtriser à la perfection. Et puis ensuite, moi, en Suisse, j'ai la possibilité de faire ça légalement. Se pose la question de faire ça illégalement. Je peux pas vous inviter à le faire illégalement. Posez-vous vraiment des questions sur qu'est-ce que vous risquez, parce que on imagine toujours les situations où tout se passe bien. On ne pense pas à la situation unique où ça se passe mal. Je parlais de cette médecin suisse, dont j'ai oublié le nom, et en 2008 s'est faite interdire d'exercer parce qu'elle avait été dénoncée non pas par sa patiente, qui allait très bien, qui allait si bien d'ailleurs qu'elle s'était séparée d'un mari maltraitant, mais par le mari qui estimait que finalement si sa femme l'avait quitté, c'était pas parce que lui-même était quelqu'un qui était toxique, mais parce que finalement la substance avait transformé sa femme. Et la nana qui exerçait à ce moment-là illégalement a été interdite d'exercer. Je crois qu'elle a eu une peine avec sursis d'emprisonnement et puis une amende, parce que d'autres patients ont témoigné. Mais voilà, ça a quand même bien impacté sa vie. Donc oui, ça se passe bien dans la grande majorité des cas, mais quand ça se passe mal, ça peut aller très vite et ça va chercher très sévère. Surtout en France, qui a quand même pas la politique vis-à-vis des stupes la plus douce et clémente. Je reviens des Pays-Bas où j'étais pour un congrès, justement. Là-bas, il y a des gens qui organisent des retraites aussi, donc ça peut être intéressant de développer des partenariats avec des centres de retraite si vous voulez vraiment accompagner des patients en thérapie. Voilà, c'est une autre logistique. C'est ça. Après, il y a aussi je pense que c'est en Espagne où ils pratiquent un petit peu je pense que l'ayahuasca est toléré, autorisé, je sais pas exactement, je sais que ça se fait. C'est toujours un peu la même chose, quoi. C'est que l'ayahuasca est souvent toléré à titre de sacrement, encore que c'est des zones un peu grises. Voilà. Mais pour l'instant, mon meilleur conseil, c'est intéressez-vous à la psychothérapie, intéressez-vous à la pharmacologie, intéressez-vous au psychédélique. Il y a énormément de lectures sur le sujet, très intéressantes. Et comme ça, le jour où il y a la possibilité d'exercer, vous aurez tous les outils. Ok, parfait. Merci d'avoir répondu à toutes mes questions. Est-ce que tu aurais peut-être un dernier truc à rajouter? Non, c'est passionnant en fait. C'est un outil qui est passionnant, c'est un univers qui est passionnant. Donc n'hésitez pas finalement à rencontrer d'autres gens qui seront tout aussi passionnés que vous. Aller dans des assos, créer une asso s'il n'y en a pas localement, créer une antenne locale si vous en avez besoin. C'est important de remettre de la communauté autour de ça. C'est riche. Yes, ça c'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec toi qu'au final, c'est les interactions entre les gens qui vont faire ça. Et je voulais savoir par exemple, est-ce qu'un psychothérapeute, psychiatre qui utilise des psychédéliques sur ses patients, il doit les avoir testés lui-même ou pas? Non. Éthiquement, on peut pas lui demander. Et puis éthiquement, en fait, il a pas l'autorisation. Ouais, ça a aucun sens. Pour les patients, il y aura une légalité temporaire, mais ça veut pas dire que c'est légal pour le thérapeute. C'est ça. Il y a de gros débats, il y a des études en cours sur est-ce que finalement, pour les thérapeutes, ça a un effet positif ou pas. Il n'y a pas encore les résultats qui sont sortis, mais c'est un vrai débat.
si tu as regardé les vidéos de Thorsten Passy, qui est un prof de psychiatrie en Allemagne qui a beaucoup bossé sur la question. Je pense que oui, et il est super intéressant. Bah là, ça, je Bah, je pense que moi, je suis clairement mon point de vue, c'est que clairement, une personne qui va administrer des psychédéliques doit lui-même les avoir testés. Je pense que les chamans qui eux-mêmes ont dû faire des milliers de tripes avant de commencer à faire des cérémonies, ils devraient être, je pense qu'ils doivent être surpris qu'une personne fasse ça. Et ça veut dire qu'en plus, quelqu'un qui respecte la loi à la lettre peut se retrouver à être psychothérapeute des psychédéliques sans jamais en avoir pris parce qu'il respecte la loi à la lettre. Ouais. Surprenant. Ok. Bah, je pense qu'on a fait un petit peu le tour des questions. En tout cas, bah, Alexandre, ça m'a fait vraiment plaisir de te parler. Tu m'as ramené beaucoup d'informations sur le sujet, sur toi-même et tout. Ça a été vraiment très agréable et enrichissant de te parler. Et voilà. Je pense qu'on va dire au revoir à tout le monde. Ça marche. Ciao. Hasta la vista. Parfait.